Un secouriste venait de terminer une journée de travail exténuante de 40 heures, intervenant sur les lieux de la pire inondation que Bright Ridge ait connue depuis plus de 10 ans. Il ne retourna pas à la station. Au lieu de cela, quelque chose le ramena vers une maison en bois délabrée au numéro 317, une maison qui, selon la carte officielle des secours, avait déjà été inspectée. Mais la porte était vide. Aucun symbole peint. Et l'instinct qu'il avait sauvé maintes fois, au bord de la mort, le frappa à 3 reprises, froidement et brutalement, contre ses côtes. Quelque chose clochait. Quelque chose était délibérément dissimulé. Un enfant abandonné. Une coche manquante. Une carte de sauvetage altérée. Un réseau de négligence s'échappant discrètement des eaux montantes. À midi, le ciel de Bright Ridge, au Texas, était devenu gris comme de la cendre. La pluie n'était pas torrentielle, mais elle tombait régulièrement et avec force. Le vent fouettait les toits bas, arrachant la tôle ondulée avec un bruit sourd et rythmé. Dans le quartier résidentiel numéro 7, l'eau avait déjà atteint la moitié des pneus des voitures abandonnées. Bien que le système d'alerte ait été activé, l'électricité avait été coupée plus tôt dans la matinée. Pas de sirène. Pas de sonnette. Pas de haut-parleur. Seuls les cris désespérés des voisins hurlant par les fenêtres et sur les toits, s'exhortant mutuellement à évacuer. La police locale et les équipes de secours ont été débordées. Des troupes de la garde nationale ont été dépêchées sur place. Parmi elles se trouvait le sergent Andrew Keller. À 34 ans, Andrew avait connu son lot de tempêtes en Louisiane, en Alabama, des endroits où la frontière entre le sauvetage et la tragédie était ténue. Déterminé, vigilant, persévérant aux des qualités qui avaient sauvé des vies. À 12h40, son équipe s'arrêta près d'une ruelle étroite bordée de plusieurs petites maisons en bois. Le chef d'équipe jeta un coup d'œil à la carte des secours. Cette ligne est marquée comme effacée. Andrew a étudié la carte, puis a regardé les maisons devant lui. Alors pourquoi le numéro 317 n'a-t-il pas de coche? Le chef fronça les sourcils. Ça pourrait être un raté. Si vous avez le courage, jetez un coup d'œil. On a 20 minutes avant que l'on atteigne la digue secondaire. Andrew n'hésita pas. Lors d'une inondation, une seule maison manquée pouvait coûter une vie. Il enfila son harnais de sécurité, attrapa une corde supplémentaire et entra dans l'eau montante. Elle lui arrivait à la taille. Pas à pas, agrippé au cadre de fenêtres et aux murs trempés, Andrew avançait dans le courant, l'oreille tendue vers le moindre bruit. Le numéro 317 se trouvait derrière 2 maisons plus grandes. Sa porte s'ouvrait facilement, trop facilement. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Pas de réponse. Seul le bruit de l'eau qui ruisselait du plafond sur le parquet pourri. Il entra. Il appela à nouveau. Silence. Puis, un léger bruit point-coup. Coup. Coup. Ni vent. Ni eau. Un rythme. Régulier. Délibéré. Andrew se retourna. Cela venait de la cuisine. Il s'avança à pas de loup, sortit sa lampe torche. Le faisceau éclaira une vieille armoire. Il s'approcha. Posa une main sur la poignée. Coup. Coup. Il l'a ouvert. À l'intérieur, roulée en boule, se trouvait une petite fille trempée. Elle n'avait pas plus de 6 ans. Ses cheveux étaient plaqués sur son front, son pull brun trempé de boue. Elle serrait une poupée trempée. Ses yeux étaient grands ouverts, fixes, le fixant avec une peur figée et vitreuse. Andrew ne posa pas de questions. Il n'en avait pas besoin. Il retira sa veste de sauvetage et l'enroula délicatement autour d'elle. « Je suis secouriste, dit-il doucement. Je vais te sortir d'ici, d'accord ?» La fille ne parlait pas. Mais elle ne résistait pas non plus. Elle s'accrochait à sa poupée comme si c'était le dernier morceau de son monde. La tenant dans ses bras, Andrew se retourna. L'eau avait encore monté. Le vent hurlait. La pluie lui piquait le visage. À une centaine de mètres du point de ramassage, un panneau publicitaire, arraché par la tempête, surgissait sur l'eau, fonçant droit sur eux. Andrew se retourna, protégeant la jeune fille de son corps. L'impact le projeta sous terre. Elle est tombée aussi. Mais l'enfant portait un gilet de sauvetage. Elle flottait. Andrew remonta à la surface, haletant, se débattant dans le courant pour la rejoindre. Il arriva à temps. Il la tira vers l'arrière. Aucun des deux n'était gravement blessé. Un habitant des environs,
bloqué sur un toit, a immortalisé l'instant avec son téléphone. L'image était granuleuse. Mais on y voyait un homme courir dans la tempête. Un homme tenant une fille dans ses bras, comme si elle disparaissait du monde. Sur la terre ferme, les infirmières l'ont prise. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas parlé. Mais tandis que l'infirmière l'emportait, Andrew est resté près d'elle. Puis la fillette a tourné la tête. « Maman et papa m'ont dit de ne pas les suivre », murmura-t-elle. J'ai écouté. Alors je suis resté. Andrew resta figé. Il ne comprenait pas tout à fait. Mais il savait une chose avec une certitude absolue, aucun enfant ne devrait être laissé seul dans une telle inondation. Il serra les poings et leva les yeux vers la pluie incessante. Une question commença à se former en lui, ou une question à laquelle personne ne pouvait encore répondre. Mais ces paroles le hantent. Jusqu'au centre d'évacuation. Emily, c'était son nom, fut emmenée à l'école primaire de Bright Ridge, le point culminant de la région. Andrew l'accompagna. À la porte de l'infirmerie, il la confia délicatement à une infirmière vêtue d'une blouse en plastique et d'un masque. « Quel est son état ?» a demandé l'infirmière. « J'ai froid. Épuisé. Aucune blessure visible, mais je suis émotionnellement fermé, » répondit Andrew. Le médecin de garde, Clara, une femme aux cheveux argentés d'une cinquantaine d'années, l'a examinée. Pas de fracture. Pas d'eau dans les poumons. Mais elle est en état de choc. Traumatisme psychologique. Elle ne réagit plus. Emily était enveloppée dans une couverture et placée sur un lit. Elle ne parlait pas. Ne pleurait pas. Ne dormait pas. Elle serrait simplement sa poupée contre elle. Toutes les 2 ou 3 minutes, ses doigts tapotaient légèrement le bord du lit. Coup. Coup. Comme si elle était encore dans ce cabinet. 2 heures plus tard, l'infirmière annonça qu'elle refusait toujours de manger. Pas de larmes. Juste le silence. Le lendemain matin, Andrew revint. Emily était assise près de la fenêtre. La pluie s'était légèrement calmée. Elle tenait toujours la poupée. Il s'assit à côté d'elle sans un mot. Au bout d'un moment, elle murmura, « Ils ont dit qu'ils reviendraient bientôt. Ils livraient juste quelque chose. Mais j'ai attendu et attendu. » « Ils ont dit qu'ils reviendraient te chercher ?» demanda Andrew doucement. Elle hocha la tête. Puis elle secoua la tête. Puis j'ai tapoté légèrement sur la coudoir à nouveau. Andrew n'a pas insisté. Il lui a laissé de l'espace. De retour au bureau d'information, un bénévole lui a montré la liste d'évacuation. Richard et Laura Gress. Maison numéro 317, dit-elle. Le visage d'Andrew se durcit. Ils sont partis la veille des fortes pluies, a ajouté le bénévole. Véhicule privé. Aucun retard signalé. Il n'a rien dit. 3 jours plus tard, 2 personnes sont entrées dans le centre d'évacuation. Un homme en chemise blanche, traînant une valise. Une femme portant des lunettes de soleil et les cheveux coiffés. Elle portait un petit sac à main couleur crème. « Ma fille est-elle ici ?» demanda l'homme. Elle s'appelle Emily Gress. Andrew se retourna. Il en avait assez entendu. Le personnel les a conduits à la salle médicale. Emily leva les yeux de son cahier de coloriage. Elle tenait toujours sa poupée. La voilà, s'est précipité Richard. Dieu merci. Tu vas bien? Emily ne courut pas vers lui. Elle ne sourit pas. Elle ne bougea pas. Laura ôta ses lunettes de soleil. Elle jeta un coup d'œil à sa fille. Puis, elle détourna le regard et consulta les informations de son téléphone. Richard s'agenouilla et tendit la main pour soulever Emily. Mais l'étreinte était maladroite. Distante. Comme si de rien n'était. On était coincé dans les embouteillages, dit rapidement Richard. Le signal était coupé. Personne ne nous a prévenu qu'elle était encore là. Andrew s'avança. Où étiez-vous pendant le déluge? Richard hésita. Et à ce moment-là, la pièce devint silencieuse. Parce que parfois, le silence en dit plus que n'importe quelle réponse. Andrew resta assis tranquillement pendant que Laura lui expliquait. Nous sommes allés à Dallas pour livrer un contrat urgent, a-t-elle dit. Juste un voyage d'une journée. Nous ne nous attendions pas à ce que les routes soient bloquées. Puis la nouvelle est tombée. Impossible de rentrer. Andrew ne répondit pas immédiatement. Il regarda simplement la fille.
Émilie ne dit rien non plus. Elle serrait simplement sa poupée plus fort, ses petites mains l'entourant comme si c'était le seul point d'ancrage. Laura jeta un coup d'œil à sa montre et dit doucement, « Appelle une voiture, chérie. Il faut encore vérifier l'entrepôt. » Richard hocha la tête. Il se tourna vers Andrew. « Merci de l'avoir sauvé. Quelle chance que tu sois là. » Andrew fit un bref signe de tête, silencieux. Quand les deux hommes partirent, la fille ne se retourna pas. Elle ne fit pas signe de la main, ne dit rien. Mais ensuite elle a fait une chose. Émilie tourna légèrement la tête, regarda sa main, puis tapota doucement du bout des doigts l'épaule de Richard. 3 fois. Coup. 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 Puis plus rien. Andrew resta immobile. Il ne bougea pas. Il n'y avait aucune accusation, aucune colère, aucun accès de colère dans son esprit. Mais le sentiment qui s'insinuait dans son cœur n'était pas rassurant. Personne n'a élevé la voix. Personne n'a réprimandé. Personne n'a pleuré. Pourtant, tout semblait profondément faux. Et Andrew ne pouvait pas se débarrasser de cette pensée. Le lendemain matin, il était assis dans le bureau temporaire du centre de commandement des secours. Un bureau simple. Un ordinateur portable. Une carte des zones d'évacuation. Une pile de modèles de rapports préimprimés. Il tapait chaque ligne lentement. Non pas par hésitation, mais avec précision. Il voulait enregistrer exactement ce qu'il avait vu. Rien de plus. Rien de moins. Émilie Gress. 6 ans. Retrouvée seule au 317 rue Hawk. Dans une zone inondée et déserte. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était blottie dans un placard de cuisine, tapant des mains en rythme. Comme si elle essayait de se contenir. Les parents n'étaient pas présents lors de la récupération. Ils sont apparus 3 jours plus tard, déclarant avoir été coincés dans les embouteillages et ignorer que leur fille était toujours à la maison. Lors de leur retrouvailles, il n'y avait aucune urgence dans leur étreinte. Aucune vague d'émotion. Aucune question. Comme si tout cela n'était qu'un désagrément mineur. Il a ajouté la dernière ligne. Recommandation, le dossier doit être transmis au service de protection de l'enfance du Texas. Des indicateurs suggèrent une négligence envers un enfant dans des circonstances dangereuses. Il l'a relu. Pas de formulation émotionnelle. Pas de spéculation. Juste des faits. Il a ensuite envoyé le dossier via le système interne, l'a marqué comme urgent, a joint une photo d'Émilie lorsqu'elle a été retrouvée et un extrait de son dossier médical. Fait. Il se leva et sortit pour vérifier la zone d'évacuation. La pluie avait cessé la veille. Le soleil perçait. C'était un rare moment de calme. 3 heures plus tard, son téléphone sonna. « Sergent Keller », dit une voix féminine claire à l'autre bout du fil. « J'appelle des services de protection de l'enfance, branche régionale de l'Est du Texas, au sujet du dossier de la fille, Émilie Gress. »« Oui », répondit Andrew. L'affaire a été renvoyée pour traitement interne, sous la direction d'un supérieur. Quel supérieur? Le bureau du maire de Bright Ridge. Elle estime qu'il s'agit d'une affaire urgente qui ne nécessite pas l'ouverture d'une enquête au niveau de l'État. Pourquoi pas? Il y eut un bref silence. La mère estime que cette situation ne justifie pas un dossier officiel. La fillette n'a pas été blessée. Ses parents l'ont récupérée saine et sauve. Elle a qualifié cela d'oubli en pleine crise. Ce sont ses propres mots. Andrew n'a pas discuté. Il a raccroché sans un mot. Il n'était pas en colère. Il était concentré. Mais au fond, quelque chose clochait. On cachait quelque chose. Le même après-midi, il a demandé une rencontre directe avec la mère Bonnie Hale. Son bureau se trouvait au 2e étage de l'hôtel de ville. Ce n'était pas une grande pièce, mais elle était propre. Une fenêtre vitrée donnait sur le parc, encore marqué par les inondations de la semaine précédente. Bonnie portait un tailleur gris clair, les cheveux relevés en un chignon soigné, des lunettes à monture fine sur le nez. Elle se leva et salua Andrew. « Sergent Keller, j'ai beaucoup entendu parler de vous cette semaine. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir sauvé la petite Émilie. »« Je faisais mon travail, » répondit Andrew en lui prenant la main et en s'asseyant. « J'ai cru comprendre que vous aviez déposé un rapport concernant l'état de la jeune fille. »« J'ai choisi d'intervenir, » dit doucement Bonnie, même si chaque mot était soigneusement choisi. « Selon la loi de l'État,
a commencé Andrew, si un enfant est laissé seul dans une zone sinistrée, une enquête de protection sociale est requise. Oui, elle était d'accord. Mais la situation était exceptionnelle. La ville entière était sous l'eau. Les gens étaient dispersés. Désorientés. Peut-être que les parents avaient été surpris dehors sans le vouloir. Ouvrir un dossier maintenant ne fera qu'engendrer davantage de chaos. Nous devons nous concentrer sur la reconstruction. Andrew n'a pas répondu. Elle a poursuivi, si la moindre erreur donne lieu à une enquête officielle, le système s'effondrera. Elle a fermé le dossier devant elle. S'il vous plaît, laissez tomber cette affaire. Andrew hocha la tête, mais il n'était pas d'accord. Il voulait juste partir. Alors qu'il descendait les escaliers de l'hôtel de ville, il ralentit le pas. Au fond du couloir, une jeune assistante administrative sortit du bureau d'urbanisme, les bras chargés de documents et d'enveloppes. Dans sa hâte, une enveloppe glissa par terre. Elle n'a pas remarqué. Andrew l'a ramassée. « Excusez-moi, vous avez laissé tomber ça » cria-t-il. Mais elle avait déjà tourné la page. Il jeta un coup d'œil à l'enveloppe. Elle était décellée. Le document principal était un contrat. Il portait le sceau rouge de la ville de Bright Ridge. En gras en haut à gauche, fournisseur Grace Holdings Incorporated. Propriétaire, Richard A. Grace. Le père d'Emily. Il a relu le nom. Puis la date du contrat. Une semaine avant l'inondation. Article fourni, pompe de sauvetage, gilet de sauvetage, eau en bouteille. Valeur totale, 1,4 million de dollars. Approuvé par la mère Bonnie Hale. Andrew plia le papier et le remit dans l'enveloppe. Il le porta à la réceptionniste et sortit. Le soleil brillait. Une douce brise caressait son visage. C'était comme si la clarté était là. Et en lui, quelque chose s'installa. Quelque chose d'indéniable. Il murmura, plus à lui-même qu'à quiconque. Ce n'est pas une mince affaire. 2 jours se sont écoulés. Aucune nouvelle des services de protection de l'enfance. Aucune mise à jour. Aucune réunion de suivi. Aucune nouvelle information concernant Emily ou sa famille. Le silence était bruyant. Andrew n'en a pas parlé. Mais il n'a pas oublié. Cet après-midi-là, après son service, il est entré dans un petit café près du quartier administratif. C'est là qu'il a rencontré Noah Bennett, un vieil ami de l'armée, aujourd'hui officier logistique au Centre de coordination des secours en cas de catastrophe de l'État. Noah ouvrit son ordinateur portable et se pencha. J'ai une liste d'entreprises qui ont obtenu des contrats d'approvisionnement d'urgence dans l'Est du Texas au cours des 3 dernières années. Recherchez Grace Holdings Incorporated, a déclaré Andrew. Noah tapa rapidement, puis haussa un sourcil. J'ai compris. Ils sont apparus 6 fois. La première fois, c'était l'année dernière, après l'ouragan Anna. La dernière fois, juste avant ces inondations. Il a cliqué sur les PDF. Andrew a scanné les documents. Chaque contrat marqué, urgent prioritaire, portait l'approbation du bureau du maire de Bright Ridge. Et tous ces prix étaient supérieurs à la norme. La valeur moyenne est presque le double de la valeur typique, a déclaré Noah. Et ils sont traités rapidement. Vraiment rapidement. Il faut généralement compter 7 jours minimum pour les enchères. Celles-ci sont traitées en 2 jours, parfois moins. Andrew n'a pas réagi. Pas encore. Il a simplement sorti son téléphone et a pris des captures d'écran de chaque document. « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» demanda quelqu'un. « Je ne sais pas encore, » dit-il, mais il est clair que quelque chose ne va pas. Le lendemain, Andrew se rendit à la bibliothèque municipale. Ne souhaitant pas utiliser son ordinateur personnel, il choisit un terminal public pour accéder aux archives officielles de la ville. Il examina les tableaux d'allocation budgétaire de l'année précédente à celle-ci, recherchant les dossiers des contrats d'aide et les coordonnées des entrepreneurs. Il enregistra chaque document ouvert sous forme de capture d'écran. Les données étaient rares et dispersées, mais une fois rassemblées, une tendance s'est dessinée. Grace Holdings ONC n'était enregistrée que depuis un peu plus de 2 ans. L'entreprise comptait peu d'employés, ne possédait pas d'entrepôt privé et avait pourtant remporté plusieurs contrats de plusieurs millions de dollars. Tous avaient été approuvés par la même autorité, le maire de Bright Ridge. Alors qu'Andrew quittait la bibliothèque, une voix de femme l'appela doucement derrière lui. « Sergent Keller ?» Il se retourna. C'était Lisa,
une assistante administrative subalterne de la mairie. La trentaine, les cheveux noirs et la silhouette menue, elle portait une chemise bleu clair. Je t'ai vu à la mairie l'autre jour. Je voulais juste te dire quelque chose à voix basse. Je ne sais pas où tu l'as entendu. Andrew hocha la tête, l'encourageant. Lisa baissa la voix. Soyez prudent, sergent. Personne ici ne touche à Monsieur Richard. Bonnie s'occupe de tout pour lui. Peu importe qui ils sont, répondit Andrew. Si un enfant a failli mourir à cause de la négligence d'un adulte, je ne peux pas rester les bras croisés. Lisa ne dit rien de plus, mais dans ses yeux, il y avait une lueur de soulagement, comme quelqu'un qui avait attendu longtemps que quelqu'un prenne la parole. Une semaine s'est écoulée. L'école a rouvert ses portes et a accueilli ses élèves. Mais Émilie n'était pas là. L'école a signalé au centre d'accueil qu'elle avait du mal à dormir et qu'elle se réveillait souvent la nuit en pleurant pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. Sur les conseils du conseiller scolaire, Émilie a été transférée à l'hôpital psychiatrique régional. Lorsqu'Andrew a appris la nouvelle, il lui a rendu visite l'après-midi même. La chambre d'hôpital était doucement éclairée. Des murs couleur crème pâle. Un petit tapis de sol. Émilie était assise par terre, pliant soigneusement des morceaux de papier pour former un toit. Elle travaillait en silence, concentrée. Lorsqu'elle remarqua Andrew entrer, elle leva brièvement les yeux, puis retourna à sa tâche. Andrew s'assit en face d'elle, sans rien dire au début. Après un moment, Émilie a parlé. Je sais que mes parents n'avaient pas prévu de revenir tout de suite. Pourquoi penses-tu ça? Demanda doucement Andrew. Elle posa un papier plié et le regarda. Je les ai entendus dire, nous verrons cela une fois le travail terminé. Sa voix était monotone. Pas triste. Elle répétait simplement ce qu'elle avait entendu. Andrew ne savait pas quoi dire. Il posa simplement une main sur son genou et resta silencieux. Ce soir-là, de retour au centre de commandement des secours, Andrew était assis seul dans son bureau. Devant lui se trouvaient les documents qu'il avait imprimés à la bibliothèque et la carte d'évacuation utilisée pendant l'opération. Il ouvrit la carte et chercha la zone 3, 17 Oak Street, où vivait Émilie. La carte était codée par couleur, rouge, jaune et bleu, indiquant les priorités de sauvetage. Il chercha longuement. Finalement, il l'a trouvé. Un minuscule point à la limite de la zone rouge. La maison d'Émilie n'était pas répertoriée comme prioritaire. Non pas par erreur, mais volontairement. 3 jours après avoir découvert la carte modifiée, Andrew a déposé une demande officielle auprès des services de protection de l'enfance du Texas, leur demandant de réexaminer la tutelle d'Emily Grace. Il a joint une documentation complète, les circonstances du sauvetage, les signes de négligence, la découverte de la zone non répertoriée et le silence inhabituel des autorités locales. Le dossier a été déposé un lundi. Le jeudi, il a reçu une réponse par courriel. Fichier renvoyé. Motif, informations invalides. Duplicata d'un fichier déjà en cours de traitement interne. Andrew a ouvert le fichier joint. Les champs d'information avaient été modifiés. La date d'envoi avait été avancée de 3 jours. Le nom du responsable du traitement avait été supprimé et remplacé par « transfert interne ». Il l'a comparé au fichier original qu'il avait enregistré séparément sur son ordinateur personnel. Ce n'était pas le même. Quelqu'un avait falsifié le fichier pour l'invalider. Cette nuit-là, Andrew reçut un étrange courriel. L'expéditeur était Sarah Newton, journaliste pour un site d'investigation indépendant d'Austin. Le message était court. Sergent Keller, j'ai suivi votre histoire. Vous avez sauvé une petite fille. Je veux aider à sauver toute la ville. On devrait se voir. 1 heure plus tard, ils se sont retrouvés dans un petit restaurant d'autoroute souvent utilisé par les camionneurs. Sarah, la trentaine, portait des lunettes et avait les cheveux soigneusement attachés. Elle portait une épaisse pile de documents. Je suis arrivé à Bright Ridge pour la première fois alors que j'enquêtais sur une aide humanitaire détournée après l'ouragan Harvey, explique-t-elle. Quand j'ai entendu parler du cas d'Emily, j'ai commencé à creuser. Et j'ai trouvé un nom qui revient sans cesse, Richard Grace. Elle poussa la pile vers Andrew. L'année dernière, pendant l'ouragan, des contrats d'approvisionnement en fournitures de secours ont été attribués à Grace Holdings ENC, alors même que l'entreprise ne disposait pas d'un dossier d'appel d'offres complet et qu'elle venait d'être enregistrée. Personne ne l'a remis en question à l'époque. Cette année, le même nom est de retour,
associé à un enfant abandonné et à un maire qui s'efforce de faire taire l'affaire. Andrew a feuilleté les documents. Rien ne semblait trop complexe. Juste des pages de données, nom d'entreprise, chiffres de contrat, signature d'approbation. Mais une tendance se dessinait. L'entreprise change constamment de nom et de propriétaire, a poursuivi Sarah. Même adresse. Même opérateur. Chacun reçoit une part de contrat plus petite pour éviter les audits budgétaires. C'est un jeu de dupes. Andrew a ajouté, la maison d'Emily n'était pas dans la zone prioritaire. Elle aurait pu mourir si personne ne l'avait trouvée à temps. Sarah hocha la tête. C'est ce qui m'a confirmé. La zone a été volontairement démantelée pour réduire les coûts. C'est un vieux quartier. Les propriétés sont de faible valeur. Pour eux, personne ne mérite d'être sauvé. Le lendemain matin, Andrew s'est rendu à nouveau à l'hôpital. Il a rencontré le médecin d'Emily, une femme noire à la voix douce et expérimentée dans le traitement des traumatismes. Elle commence à parler davantage, a dit le médecin, mais répète surtout ce que les adultes ont dit. Certains sont très précis. Elle a joué une conversation enregistrée de la veille. Avant de partir, papa a dit à maman, personne ne fera attention à sa vieille maison. Personne ne s'en soucie. On va faire des économies. La pièce devint silencieuse. Il n'y avait aucune colère dans la voix d'Emily. Seulement le rythme régulier d'un enfant répétant des mots d'adulte. Nous pouvons vérifier l'enregistrement s'il doit être utilisé comme preuve, a proposé le médecin. Andrew hocha la tête. Ce soir-là, Sarah et lui se sont assis pour passer en revue tout ce qu'ils avaient, contrats, cartes, calendrier des signatures, journaux budgétaires. Lorsque Sarah a comparé la carte en relief à la liste des entrepreneurs, elle s'est arrêtée à la zone résidentielle numéro 7. La maison d'Emily est ici, n'est-ce pas? Droite. Et voici la liste des zones exclues. Cette réduction a permis d'économiser près de 200 000 $ en coûts d'approvisionnement en évitant cette zone. Qui en profite? Andrew ne répondit pas. Il n'était pas obligé de le faire. Sarah murmura, ce n'était pas de la négligence. C'était une exclusion délibérée à des fins lucratives. Cette vérité n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Le week-end suivant, ils se retrouvèrent dans l'appartement de Sarah, près du centre-ville. Sur la table se trouvaient tous les dossiers, contrats signés, plan d'évacuation, enregistrement audio d'Emily, capture d'écran modifiée et non liée à Grace Holdings. Je ne peux plus garder ça entre mes mains, dit Andrew. Si on attend, quelqu'un va tout effacer. Sarah hocha la tête. Elle avait déjà contacté un rédacteur télé de Texas State News. Le segment s'appellerait « Dark Corner, la vérité derrière le voile ». Ils ont tout soumis anonymement, qualifiant l'information de source interne liée à une fraude aux secours humanitaires à Bright Ridge. En bas de page, ils ont écrit une seule ligne. Ne laissez pas un autre enfant être laissé pour compte. Le reportage a été diffusé samedi soir à 19 h. Le reportage a duré 18 minutes. Tout a commencé avec des images floues d'une fillette sortie des eaux de crue par un sauveteur. Puis vint la voix du narrateur. Une petite ville du Texas. Un enfant abandonné. Des millions de dollars en contrats non déclarés. Aujourd'hui, dans Dark Corner, la deuxième inondation à Bright Ridge. La carte modifiée apparue. Liste d'entreprises. Organigramme. La voix d'un enfant. Personne ne fera attention à elle. On économisera pas mal. À la fin, l'animateur a déclaré. Pendant que les gens luttaient contre la nature, d'autres considéraient les vies humaines comme un simple poste budgétaire à réduire. Le lendemain matin, la ville est entrée en éruption. Devant l'hôtel de ville, les habitants tenaient des banderoles. Nous voulons connaître la vérité. L'aide vise à sauver des vies, pas à générer des profits. Les réseaux sociaux ont explosé avec des images d'Emily. 2 jours plus tard, le FBI de Houston confirmait l'ouverture d'une enquête officielle. La maire Bonnie Hale, Richard Grace et d'autres responsables furent convoqués. Mais le même après-midi, Andrew a été appelé au quartier général de la force de sauvetage. Le colonel White était assis en face de lui. « Vous avez envoyé les dossiers à la presse ?» Andrew marqua une pause. « Je n'ai pas révélé d'identité. Je n'ai pas utilisé de documents classifiés. Tout cela provient de documents publics. » Vous avez peut-être raison, dit le colonel. Mais c'est un véritable nid de frelons.
Et si vous continuez à creuser, vous ne serez pas le seul touché. Toute notre équipe pourrait être évacuée. La ville en souffrira. Le commandement avait pris une décision, Andrew serait temporairement réaffecté, retiré de Bright Ridge. Ce soir-là, Andrew rendit visite à Emily une dernière fois. Elle était en salle de thérapie, en train d'assembler des pièces de puzzle pour former un pont. Elle le vit, s'arrêta, puis s'avança en silence. La fille le serra dans ses bras. Andrew s'agenouilla et posa doucement sa main sur son épaule. Il était sur le point de parler quand elle murmura. « Je n'ai plus peur de l'eau. Si je suis encore abandonné, je sais que tu viendras. » Il lui tint la main un instant de plus. Pas longtemps. Mais suffisamment pour savoir qu'il avait fait une différence. Le lendemain matin, le véhicule militaire l'a emmené. La pluie était passée, mais les rues brillaient encore d'eau. Andrew contemplait les champs qui s'éloignaient. Les nuages s'étaient dissipés. Le ciel était redevenu bleu. Mais à l'intérieur de la ville, il savait que le véritable déluge venait juste de commencer. Dans le véhicule, il a mis la main dans sa poche et en a sorti un petit mot. 317 Oak Street. Pas sur la liste des personnes à soulager. À côté se trouvait une photo imprimée d'Emily le jour de son sauvetage. Ses yeux étaient écarquillés. Sa main serrait toujours la poupée. Andrew se demandait, s'il n'était pas revenu ce jour-là, si le mur n'avait pas été dépeint, serait-elle encore en vie? La question était sans réponse. Mais elle resterait gravée dans sa mémoire, comme le déluge lui-même. Pas celui fait d'eau. Mais celui fait de silence, de pouvoir et d'indifférence. Son téléphone vibra. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Ils savent que vous avez envoyé le fichier. Soyez prudent. Andrew l'a lu et a éteint l'écran. Il n'était pas surpris. Il n'avait pas peur. Mais il comprenait que désormais, chacun de ses pas serait surveillé. Et c'était peut-être une bonne chose. Parce que c'est peut-être ainsi que la vérité restera enfin vivante. Elle ne l'avait pas abandonné après tout. Liam ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Une partie de ses doutes venait d'être dissipée, mais ce que Mitch avait fait était désormais plus évident que jamais. Il fallut plus d'une demi-heure à Liam pour atteindre l'hôpital. Le service médical se trouvait au 3e étage, ses couloirs d'un blanc laiteux baignés d'une lumière fluorescente vacillante qui fatiguait les yeux. Une forte odeur de désinfectant flottait dans l'air. Il frappa doucement à la porte de la chambre 312, puis l'ouvrit. Jamie Marsh était allongé sur le côté, les cheveux collés à l'oreiller, une perfusion dans le bras. Une longue plaie suturée courait sur sa tempe. Près du lit se trouvait une paire de chaussures en caoutchouc couvertes de boue, peut-être le seul vestige de cette matinée fatidique. Elle remua légèrement au bruit de la porte. Liam se tenait sur le pas de la porte, une main toujours posée sur la poignée, comme s'il pesait chaque pas avant d'entrer. « Jamie Marsh », dit-il d'une voix calme, mais ses yeux étaient emplis d'une méfiance prudente. Jamie ouvrit les yeux et essaya de s'asseoir. « Je m'appelle Jamie. Et vous êtes ?» Liam s'approcha, sortit une photo imprimée et la posa sur le lit. « Reconnaissez-vous cette maison ?» Jamie fixait la photo. Une maison au 49 River Bend, les eaux de crue léchant le seuil. Son corps se redressa brusquement, la panique lui parcourant le visage. « Oliver. Oh mon Dieu. Où est Oliver? Où est mon fils? » « Le garçon est vivant, » répondit Liam. « Je l'ai sorti de la pièce fermée à clé. » La porte était fermée et l'eau lui arrivait presque au cou. Jamie se laissa aller lentement, comme si une partie de la culpabilité qu'elle portait depuis des jours s'était enfin dissipée. Ses doigts agrippèrent le bord de la couverture, les larmes aux yeux. « J'ai appelé Mitch, mon mari. Je lui ai dit de venir chercher Connie et Oliver. J'ai essayé de rentrer avant l'inondation, mais il y avait des arbres tombés partout. L'un d'eux m'est tombé dessus. Ils m'ont amené ici. » La voix de Liam s'est aiguë. « Pourquoi as-tu insisté sur le 2 des enfants? Ça aurait dû être une évidence, non ?» Jamie resta silencieuse un instant. Puis, lentement, elle fouilla dans le tiroir et en sortit un téléphone fissuré, dont l'écran brillait encore faiblement. Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit l'application de mémo vocal et appuya sur lecture. Sa propre voix crépitait dans le haut-parleur, précipitée et frénétique sous le hurlement du vent. « Mitch, écoute. Je n'arrive pas à passer. La route est bloquée. Passe prendre Connie et Oliver, s'il te plaît. Ne laisse pas Oliver à la maison,
il a peur du noir. Mitch, tu m'entends? Mitch? Liam écoutait, immobile. Son expression restait inchangée, mais son regard s'assombrit. Jamie prit une inspiration tremblante, fixant toujours l'écran. J'ai dû le dire à voix haute, car pour eux, Oliver n'a jamais vraiment fait partie de la famille. Connie gardait ses distances. Et Mitch, il avait toujours une excuse pour le laisser de côté. Avant, je pensais que c'était dû à l'inconnu, que ça finirait par s'arranger. Mais ensuite, les dîners sans assiette pour lui. Les trajets où on le déposait chez les voisins. J'ai commencé à le voir. Liam hocha légèrement la tête. Et pourtant, tu es resté. Je n'avais pas vraiment le choix, murmura-t-elle. J'étais une mère célibataire, travaillant 3 fois par jour à l'usine de plastique. Je pensais qu'au moins il aurait un toit, un nom, une famille. Je suis resté, pensant pouvoir le protéger. Elle se tourna vers Liam, les yeux remplis de regret. Mais j'avais tort. Je n'aurais jamais cru qu'il l'abandonnerait. Pas comme ça. Pas dans une inondation. Liam resserra légèrement son étreinte autour du téléphone. Il hocha lentement la tête. Tu n'as pas abandonné ton enfant, Jamie. Mais quelqu'un d'autre a fait en sorte que ça paraisse comme ça. Il la regarda. Elle ne pleurait plus, elle était immobile. J'ai laissé mon fils, murmura-t-elle. Avec quelqu'un qui ne l'a jamais considéré comme le sien. Je me suis dit qu'au moins, il était adulte. Au moins, il était le père. Elle leva les yeux vers Liam. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Liam hocha la tête. Il a dit que tu lui avais dit d'attendre. Et il l'a fait. Pendant 3 jours. Jamie couvrit son visage avec ses mains. J'aurais dû aller le chercher moi-même. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Non, interrompit Liam d'une voix ferme mais sans amertume. Votre fils est vivant. Et ce que vous venez de me dire, c'est la clé pour le sortir des griffes de quelqu'un qui ne le mérite pas. Jamie le regarda, sa voix à peine un souffle. Qui es-tu? Pourquoi fais-tu tout ça? Liam ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, où un mince rayon de soleil éclairait le rebord de verre rayé. J'ai eu une fille autrefois, dit-il doucement. Elle avait 5 ans. Un jour, l'hôpital m'a dit qu'ils avaient oublié de surveiller son rythme cardiaque, pendant 4 heures. Il s'arrêta. Je n'ai pas pu la sauver. Mais je peux sauver ce garçon. La voix de Jamie tremblait. Je vais retrouver mon fils, peu importe qui le retient. Je le récupérerai. Liam hocha la tête. Je viens avec toi. À ce moment précis, dans un autre coin de Kerrville, le premier article de la journaliste Nora Blake était publié. Oliver, le garçon qui n'est pas sur la liste. Dans le chaos d'une catastrophe naturelle, certains enfants ne sont pas seulement abandonnés par l'inondation, mais par leur famille, le système et le silence des adultes. Le lendemain matin, au siège de la police du comté de Kehar, l'air était lourd, comme un orage prêt à éclater. Les vieux ventilateurs de plafond tournaient lentement, l'odeur du café fort se mêlant au papier humide. Liam était assis en face du shérif Raymond Cook dans un petit bureau encombré. Des dossiers débordaient des armoires. Un portrait légèrement de travers du président était accroché au mur, un coin se décollant. Raymond portait une chemise boutonnée, le premier bouton ouvert. Ses yeux étaient cernés d'épuisement, mais son regard restait perçant, il n'était pas étranger à la pression. Je reviens de l'hôpital, commença Liam. Jamie est réveillée. Elle a enregistré l'appel de la nuit de l'inondation. Elle clairement j'y ai dit à Mitch de venir chercher Connie et Oliver. Il n'y a eu aucun malentendu. Raymond hocha lentement la tête. Je l'ai entendu. L'enregistrement est net. Pas de coupure. Mais il est à sens unique. Mitch pourrait toujours prétendre ne pas l'avoir bien entendu. Et la loi ne punit pas quelqu'un qui ignore ce qu'il entend, pas sans preuve d'intention. Vous dites, Liam se pencha en avant, que laisser un enfant dans une pièce sans fenêtre, étiqueté avec un bracelet sur lequel on peut lire beau-fils faible priorité, et l'oublier pendant 3 jours, ce n'est pas suffisant? Raymond croisa les bras. Je dis que si vous voulez que ça reste au tribunal, il vous en faudra plus. Un protocole d'évacuation raté. Un témoin de première main. Et la vérité, c'est que cette affaire rend déjà les gens nerveux. Liam rit amèrement. Une enfant a failli se noyer parce que les adultes autour d'elle se sont éloignés,
et tu as peur de mettre les gens mal à l'aise. Raymond soutint son regard. La pression vient d'en haut. Certains médias veulent dépeindre la situation comme une famille brisée par la panique, et non comme un beau-père malhonnête. Je ne dis pas que je suis d'accord. Je dis simplement, sachez vous battre. Liam se leva. Alors je trouverai les preuves moi-même. Acceptez-vous de signer une assignation à comparaître pour un témoin? Raymond hésita. S'il y a une raison. OMS? Connie. Plus tard dans l'après-midi, Liam se tenait au bord d'une tente médicale, les mains dans les poches de son manteau. Son regard suivait une petite silhouette qui approchait. C'était Connie. Elle regarda autour d'elle avec hésitation, puis sortit une brique de lait scellé de sa veste. Sa main tremblait lorsqu'elle entra et s'approcha du lit où Oliver dormait profondément. Doucement, elle déposa le lait près de son oreiller, puis lui caressa les cheveux d'un geste léger, si doux qu'on aurait dit qu'elle craignait qu'il ne se réveille. Puis elle s'est retournée et s'est précipitée dehors. « Tu tiens toujours à lui » dit doucement Liam en sortant. Elle se figea. Pas de colère dans sa voix. Pas de reproche dans son regard. Juste du calme. Stable. Connie baissa la tête. Un lourd silence s'installa entre elles. Je voulais juste savoir s'il allait bien, murmura-t-elle. Je sais, répondit Liam en hochant doucement la tête. Que s'est-il passé? Elle ne répondit pas immédiatement. Ce n'est qu'après qu'ils se furent installés sur un banc de pierre derrière la tente qu'elle commença à parler, d'une voix basse et tremblante. La veille de l'inondation, maman était coincée à l'usine. Elle a appelé à la maison. Je l'ai entendu. Elle a dit à mon père de venir nous chercher, Oliver et moi. Mais au moment de partir, il n'a fait que m'attraper. J'ai demandé où était Oliver. Il m'a répondu, emmenez la fille, c'est suffisant. Liam resta assis, chaque mot pesant plus lourd que le précédent. Il n'a jamais aimé Oliver. Il disait qu'il n'était pas de son sang. Je le croyais juste grincheux, mais il a commencé à faire sortir Oliver de table, le laissant à la maison pendant les sorties en famille. Elle détourna le visage, la voix brisée. Il a dit que si j'étais seule, les choses seraient plus faciles. Ce serait moins pénible. Elle regarda ses mains. Ce jour-là, il m'a donné un bout de papier. Il m'a dit d'écrire beau-fils faible priorité. Il a dit que cela simplifierait les choses pour les équipes de secours. Le FBI a publié un communiqué officiel stipulant que toutes les personnes ayant signé des contrats présentant des signes de mauvaise conduite seraient progressivement convoquées pour interrogatoire, y compris les entreprises intermédiaires et les sous-traitants. Cette nuit-là, Sarah a reçu un appel anonyme. La voix de l'homme était basse et prudente, provenant d'un numéro inconnu. « Je travaillais à la mairie, dit-il. J'ai démissionné maintenant. Mais il y a une chose que vous devez savoir. » Richard l'a dit devant 4 personnes, la jeune fille n'était pas sur la liste de secours parce qu'elle ne rapportait pas. L'appel s'est terminé brusquement. Pas de nom, pas de numéro. Juste le silence. Sarah était assise à son bureau, immobile. Sur son écran, la photo d'Emily serrant sa poupée dans les bras du soldat qui l'avait portée hors de la maison. Elle posa doucement la main sur l'image. Au fond d'elle-même, elle savait que le combat n'était pas terminé. Mais la vérité avait enfin commencé à éclater. Plus tard dans la soirée, Sarah quitta le centre de presse et descendit lentement la rue étroite où les bénévoles étaient encore rassemblés, discutant à voix basse et animés. Le café au bout de la rue brillait encore de lumière. À l'intérieur, on partageait café et idées. Une femme âgée s'avança et serra la main de Sarah. Sa voix était douce mais ferme. Vous avez contribué à révéler ce sur quoi cette ville est restée silencieuse pendant bien trop longtemps. La phrase n'était pas longue, mais elle est restée gravée dans la mémoire de Sarah tout le long du chemin du retour. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Bright Ridge Wake Up a commencé à se propager. Dans les villes voisines, également approvisionnées par Grace Holdings, des messages anonymes ont inondé la rédaction où travaillait Sarah. Des irrégularités similaires ont été signalées, des contrats incohérents, des fournitures jamais arrivées, des signatures non comptabilisées. Ce ne sont pas les médias nationaux qui ont révélé l'affaire au grand jour. Ce sont des gens ordinaires. Des noms apparemment sans rapport comme Lisa, Emily, Andrew. Mais une vague commençait à se lever. Le lendemain matin, la mairie de Bright Ridge a tenu une réunion d'urgence. Les membres restants de l'équipe de direction ont parlé à voix basse, à huis clos. Il n'y avait pas de notes officielles,
et les journalistes n'étaient pas autorisés. Mais le gardien à l'extérieur de la salle a rapporté avoir entendu une phrase tremblante. Si Richard et Bonnie sont tous les deux poursuivis, qui sera le prochain? Personne ne répondit. Le seul bruit était celui d'un stylo tapant sur la table en bois. 3 coups. Doux. Lourd. Au bureau du FBI à Houston, les interrogatoires se succédaient à un rythme soutenu. Pendant 3 jours, les individus étaient amenés un par un. La pièce était petite, les murs d'un gris neutre. Des caméras étaient installées dans les coins. 2 enquêteurs faisaient face à chaque témoin. Richard Gress fut interrogé en premier. Il portait une chemise gris pâle, sans cravate. Sa voix était sèche. Je n'ai rien fait de mal. J'ai simplement fourni les biens demandés. L'approbation est venue de la mairie. Je n'ai pas modifié le plan. Je n'ai pas ajusté le budget. J'ai suivi la procédure. Un enquêteur s'est penché en avant. Saviez-vous que la maison de votre fille n'était pas dans la zone de secours? Richard fit une pause. Cela a dû être une erreur administrative. Je n'ai pas participé directement au zonage. Chaque mot était enregistré. Personne dans la salle n'a exprimé sa conviction. Puis vint Laura Gress, l'épouse de Richard et la mère d'Emily. Elle avait les épaules voûtées, les yeux gonflés par les pleurs. Sa voix tremblait. Je savais que c'était mal, de l'abandonner. Mais j'avais peur. Peur de perdre le contrat. Quel contrat? Celle de Dallas. 3 jours avant l'inondation. Ils voulaient la rencontrer en personne. Ils ont dit que s'ils ne le faisaient pas, la signature serait retardée. Richard a dit qu'il ne serait absent qu'une demi-journée et qu'il reviendrait la chercher. Mais il s'est retrouvé coincé. Avez-vous dit à quelqu'un que votre fille était toujours à la maison? Non. Pourquoi pas? Parce que, si les gens l'apprenaient, ils penseraient que je suis une mauvaise mère. Et si quelqu'un l'apprenait, l'affaire pourrait échouer. L'enquêteur a écrit en silence. 3 jours plus tard, le procureur fédéral a officiellement porté plainte. La mère Bonnie a été inculpée de 3 chefs d'accusation, abus de pouvoir, dissimulation d'irrégularités dans des contrats publics et mise en danger des résidents par manipulation des politiques d'aide sociale. Richard Gress était accusé de 2 chefs d'accusation, fraude au fonds de secours et abandon d'un mineur lors d'un événement mettant sa vie en danger. Sa peine recommandée était de 15 ans. Laura Gress a été désignée comme complice dans un second rôle. Une peine avec sursis était envisagée. Emily Gress a été placée dans une famille d'accueil temporaire dans la banlieue nord avec un couple sans enfants expérimenté dans les soins post-catastrophe. Le thérapeute qui suivait Emily depuis le début a noté dans son dossier qu'elle ne présentait plus de comportements traumatiques répétitifs. Ses habitudes alimentaires et de sommeil étaient stables. Ses réactions émotionnelles s'ouvraient progressivement. Le thérapeute a écrit « Un fort potentiel de guérison est à prévoir si elle est placée dans un environnement stable et véritablement affectueux. » Emily s'est mise à peindre. Elle a utilisé des aquarelles pour dessiner des gens se tenant la main sous la pluie. Fini les maisons inondées. Fini les cuisines sombres. La nouvelle des inculpations se répandit rapidement. La télévision locale en parla quotidiennement, ne se concentrant pas sur les individus, mais sur le système défaillant. Pourtant, les gens se souvenaient du soldat qui avait sauvé Emily, même s'il n'avait jamais parlé aux médias. Une semaine plus tard, Andrew Keller retourna à Bright Ridge. Il avait été convoqué comme témoin clé pour l'audience préliminaire. La voiture arriva en ville par une matinée ensoleillée. Les gens le reconnurent. Ils ne crièrent pas et ne se pressèrent pas autour de lui. Ils hochèrent simplement la tête. Le remercièrent du regard. Un vieil homme s'avança et tendit la main. Merci de ne pas fermer les yeux. Andrew lui serra doucement la main. J'ai juste fait ce qui était nécessaire. Ce soir-là, il fut invité à dîner chez les parents d'accueil d'Emily. La table était simple, poulet rôti, soupe, jus de pomme. Emily était assise près de la fenêtre, les cheveux soigneusement attachés, vêtue d'une robe propre ornée de petites fleurs. Elle tenait toujours sa poupée, mais ses yeux étaient différents. Lorsqu'elle aperçut Andrew, elle s'approcha, s'arrêta un instant, puis leva les yeux et sourit. Pas un sourire forcé. Un vrai. Tu es la personne la plus fiable que je connaisse, dit-elle. Le matin du 24 août, le tribunal fédéral du Texas a officiellement ouvert l'audience préliminaire sur le scandale de l'aide humanitaire de Bright Ridge. L'affaire était intitulée « L'État du Texas contre Hale,
Grèce et grâce pour abus de pouvoir, escroquerie contractuelle et abandon de mineurs. La salle d'audience n'était pas grande, mais tous les sièges étaient occupés. Plus de 40 personnes étaient présentes. Procureurs, défenseurs, journalistes, des habitants choisis pour témoigner. Il n'y avait pas de caméra. Mais chaque mot était transcrit et conservé aux archives fédérales. Le procureur a commencé par exposer la chronologie des faits. D'abord, il y a eu l'enregistrement audio d'Émilie, sa voix petite et claire. Personne ne fera attention à elle. On économisera pas mal. La pièce était silencieuse. Puis sont arrivés les contrats frauduleux émis par Grace Holdings, portant la signature du maire. Une carte a été présentée, modifiée pour exclure le quartier résidentiel numéro 7, où Émilie avait vécu. Finalement, le témoignage de Lisa, l'assistante administrative, est arrivé. Elle a entendu Bonnie Hale et Richard Grace discuter de la manière dont la réduction de la carte de secours réduirait les coûts. Sarah Newton a également témoigné. Elle a vérifié tous les documents, les eurodatages et le rapport original déposé par Andrew. Ce qui avait commencé par l'abandon d'une jeune fille était devenu le dévoilement du silence d'une ville. Mais la vérité avait surgi morceau par morceau, voix après voix jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être enterrée. Andrew Keller, au milieu du procès, était assis en silence tandis que le juge s'apprêtait à passer aux plaidoiries finales. Soudain, Laura Grace se leva de manière inattendue et demanda la parole. Sa main tremblait légèrement. Ses yeux étaient embués de larmes. Sa voix était faible, mais claire. Mot pour mot, la fille me demandait, « S'il y a de l'argent, viendras-tu jouer avec moi ?» Elle ne pouvait pas répondre. Personne n'a ri. Personne n'a réagi. La salle d'audience est restée silencieuse. Non pas sous le choc ou la pitié, mais parce que ces paroles avaient franchi une limite plus profonde que la légalité. Elles touchaient à quelque chose de cru, quelque chose qu'aucune loi ne pouvait expliquer ni excuser. À la fin de la journée, le juge a rendu son verdict. Sa voix n'était ni élevée ni pesante. Elle était égale, calme, tandis que la justice était rendue, non pas avec rage, mais avec force. Bonnie Hale a été condamnée à 12 ans de prison, privée de tous ses droits politiques et interdite à vie d'exercer une fonction publique. Richard Grace a été condamné à 15 ans de prison, ainsi qu'à une ordonnance de saisie de tous les actifs liés au contrat de secours frauduleux. Laura Grace a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis et à une surveillance comportementale de longue durée. Elle a officiellement perdu la garde légale d'Émilie. Après le procès, Émilie a été placée sous la tutelle spéciale de l'État. La famille qui s'occupait alors d'elle a obtenu le droit de proposer une adoption légale, si la situation restait stable. La dernière évaluation psychologique a montré des signes encourageants. Émilie avait commencé à réagir positivement à son environnement. Les comportements répétitifs avaient disparu. Sa peur du noir s'était atténuée. Elle avait recommencé à dessiner. Elle pouvait désormais parler naturellement, même avec des adultes inconnus. Une semaine plus tard, Andrew Keller recevait une lettre officielle de remerciement du gouvernement de l'État du Texas. Il s'agissait d'un simple document, signé de la main d'un représentant du comité d'enquête civile. La lettre reconnaissait son rôle crucial dans la découverte, le signalement et le soutien de l'enquête fédérale sur Bright Ridge. Andrew n'a pas gardé la lettre. Au lieu de cela, il enveloppa la photo, celle où il la voit tenant Émilie dans les bras, et la glissa dans une enveloppe. Il y glissa un simple mot manuscrit. Si chacun fait sa petite part, personne ne sera laissé pour compte. Il l'a envoyé par courrier au Bureau des services de protection de l'enfance du Texas, sans signature. Dans la salle d'accueil de l'unité de secours où il servait, cette même photo est désormais accrochée dans un modeste cadre en bois près de l'entrée. Point de cérémonie. Juste une discrète étiquette portant le nom de la ville, crête lumineuse. Personne n'est obligé de s'arrêter pour lire. Mais ceux qui passent hochent souvent légèrement la tête, car parfois, la justice ne commence pas par une convocation. Parfois, elle commence par se retourner et inspecter une maison que personne n'a signalée. Un an après l'inondation, Bright Ridge organisa sa première commémoration publique. Pas de musique forte. Pas de scène. Juste un ruban blanc tendu sur la place. Quelques dizaines de chaises, soigneusement disposées. Un panneau en bois accroché près du mât du drapeau. Sur ce panneau, ils ont accroché une seule photo. C'était une vieille photo granuleuse, prise de loin, un soldat trempé, berçant une petite fille dans ses bras au milieu des eaux de crue et de la faible lumière de la pluie de l'après-midi.
Il n'y avait pas de légende détaillée. Juste une courte ligne gravée en dessous. Parfois, sauver une personne, c'est sauver quelque chose de plus grand. Les gens restaient silencieux devant la photo. Certains posaient leurs mains sur le cadre. D'autres hochaient la tête doucement, puis repartaient. Nul besoin de mots. Leur seule présence était une reconnaissance. Ce qui s'est passé cette année-là ne pouvait pas être facilement effacé. Au nord de la ville, à plus de 16 km, Émilie Grèce vivait désormais dans une petite maison en bois à 2 étages avec sa famille adoptive, des enseignants à la retraite qui vivaient simplement et aimaient s'occuper des plantes. Émilie était en CE1. Elle prenait le bus pour aller à l'école, avait une camarade de classe nommée Clara, adorait dessiner au crayon et était très douée en écriture. Dans son devoir d'écriture de fin de semestre, le sujet était « Parler de quelque chose qui ne vous fait plus peur ». Émilie a écrit « Avant, j'étais abandonnée sous une pluie battante. Mais quelqu'un est revenu. Et je n'ai plus peur. » Son professeur lut le devoir en silence, hocha la tête et ne posa pas d'autres questions. Ce soir-là, elle l'imprima discrètement, le plastifia et en envoya un exemplaire à la bibliothèque municipale, le plaçant à côté de la vieille photo de l'inondation. Pour la première fois, Émilie a également été autorisée à rendre visite à ses parents en prison. C'était sa demande personnelle. La visite a été organisée par son assistante sociale, accompagnée d'un superviseur. Émilie portait une simple robe bleue, les cheveux soigneusement attachés des 2 côtés. Elle tenait un dossier rempli de ses dessins. La salle de visite était éclairée par des néons vacillants. Des tables en plastique et des chaises en métal étaient alignées. Richard et Laura Grèce attendaient déjà quand Émilie entra. Ils se levèrent tous deux en même temps, voulant instinctivement courir vers elle. Mais ils s'arrêtèrent à mi-chemin, incertains. Laura parla la première, la voix tremblante. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, chérie. » Richard le suivit rapidement, la voix basse. « Je sais qu'aucun mot ne suffit. Mais je vous demande sincèrement pardon. » Émilie ne répondit pas immédiatement. Elle tira une chaise et s'assit en face d'eux. Elle ouvrit son dossier, puis en sortit lentement un dessin au crayon. Sur cette photo, une famille de 3 personnes se tenait côte à côte sous un avant-toit. Un père. Une mère. Une petite fille. Au-dessus d'eux, un arc-en-ciel. En dessous, une ligne d'écriture tordue. J'ai dessiné ça quand mes parents me manquaient. Elle poussa le dessin sur la table, puis dit doucement. Tout va bien, maman et papa. Je vais bien maintenant. Laura s'effondra, se couvrant le visage, les épaules tremblantes. Richard essaya de garder son sang-froid, mais ses yeux étaient rouges et vitreux. Plus personne ne parla. Le silence dénué de tout reproche ou de tout ressentiment était plus profond que n'importe quelle phrase. La visite n'a duré que 10 minutes. Alors qu'Émilie se levait pour partir, Laura lui prit la main mais ne réussit qu'à effleurer le dos des doigts de sa fille. Émilie sourit faiblement ni par colère, ni par distance, juste par la paix. Puis elle se retourna et s'éloigna avec l'assistante sociale. Richard resta assis en silence, le dessin à la main. Il ne dit rien de plus. Quant à Andrew Keller, il quitta l'armée quelques mois plus tard. Il choisit de ne pas rester dans l'unité de secours. Il choisit plutôt une autre voie, ouvrir un petit centre en périphérie de la ville. Il s'est concentré sur l'autodéfense, les techniques de survie et la préparation psychologique en cas d'urgence, pour les enfants. Le centre a été construit dans une ancienne caserne de pompiers. Pas de panneau tape à accent graveleuil, pas de slogan tapageur. Chaque détail à l'intérieur de la salle de jeu d'évacuation au plan mural a été conçu par Andrew lui-même. Le jour de l'ouverture, Sarah Newton est venue l'interviewer une dernière fois. 1 an après le déluge, a-t-elle demandé, avez-vous déjà voulu être un héros? Andrew n'a pas levé les yeux des schémas de la classe qu'il était en train d'ajuster. Je ne voulais simplement pas que quelqu'un doive s'asseoir dans un placard de cuisine et attendre comme cette fille. Sarah ne posa plus de questions. Elle le regarda simplement continuer à travailler, puis referma son carnet. Son article a été publié exactement comme il l'avait écrit, sans fioriture ni point d'exclamation. Par un après-midi clair du début de l'automne, le jardin de la maison en bois résonna de rire. Émilie courait entre les parterres de fleurs, le pied léger, tenant un drapeau en papier qu'elle avait fabriqué en classe. Chaque pas laissait derrière lui une traînée de joie, comme des graines emportées par le vent. Andrew était assis sous les combles, un livre sur les genoux, non lu. Il la regarda courir,
puis leva les yeux vers le ciel pâle. Ses cheveux étaient plus longs maintenant. Le vieil uniforme avait été remplacé par un pull chaud et des chaussures tachées de boue. Émilie courut vers lui, se laissa tomber à côté de lui et appuya sa tête sur son épaule, haletante d'épuisement. Andrew n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Le vent soufflait doucement sous les avant-toits. Plus de sirènes, plus d'inondations. Juste le bruissement des feuilles sur les tôles et les rires des enfants. La saison des désastres était terminée. Une nouvelle, calme, normale, mais juste, avait commencé. 2 ans plus tard, par un après-midi froid du début de l'hiver, le centre de formation des enfants a reçu une enveloppe. Aucune adresse de retour. Le papier était jauni, les bords usés. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, l'écriture soignée, encore jeune. Cher André. Aujourd'hui, j'ai appris à dessiner une carte. Mais le professeur ne nous a pas obligés à la colorier selon le modèle. J'ai pu choisir mes couleurs préférées. J'ai redessiné la vieille maison la 317 et j'ai ajouté du bleu tout autour. Parce que cette fois, je pense qu'elle mérite d'être dans la zone à sauver. Signé, Émilie. Andrew termina sa lecture, plia la lettre et sortit, où des enfants s'entraînaient à allumer un feu de survie. Un garçon fit jaillir une étincelle et poussa des cris de joie. Une fille essaya de monter une tente, les doigts raidis par le froid. Andrew l'aida gentiment. Juste un petit ajustement. Rien de plus. Son regard s'adoucit au profond, bienveillant comme la première fois qu'il avait vu Émilie dans cette cuisine sombre, en train d'attendre. Il ne savait pas comment ses enfants grandiraient. Mais une chose était sûre, ils sauraient marquer leur place. Et si jamais quelqu'un était laissé derrière, il y aurait toujours quelqu'un qui reviendrait, non pas parce qu'on lui aurait ordonné de le faire, mais à cause d'une vérité tranquille. Nulle part il n'y a en dehors de la zone de sauvetage. L'histoire d'Andrew et Émilie ne se résume pas au sauvetage d'un enfant lors d'une inondation. C'est celle d'un soldat qui a choisi de ne pas ignorer le long silence d'une ville entière. Parfois, la justice ne commence pas au tribunal. Elle commence par un mur jamais peint. Les yeux d'un enfant que personne ne s'arrête pour regarder. Une tape sur le bras que personne ne comprend. Personne ne nous apprend quoi faire entre la sécurité et le bien. Parfois, le plus difficile n'est pas de trouver des preuves, mais de faire suffisamment confiance à son intuition pour revenir sur ses pas. Au bon moment. Une fois de plus. Que faire pensez-vous à cette histoire? Si vous étiez Andrew, retourneriez-vous dans cette maison juste à cause d'un petit détail apparemment insignifiant? Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas, alors que tout le monde restait silencieux? Si vous avez déjà douté, si on vous a déjà dit que vous imaginiez des choses ou si vous vous êtes demandé discrètement si quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Alors peut-être que vous n'êtes pas seul. Je suis là. Je lis chaque mot que vous partagez. Et j'écouterai, comme Andrew, ce petit coup sous la pluie, celui dont personne d'autre ne se souvient.